quand ces yeux que vous avez juré d'aimer pour toujours se remplissent de froideur et vous ordonnent de prendre vos affaires et de disparaître de sa vie, vous découvrez que l'enfer n'a pas besoin de feu. Juste d'indifférence. Ceci est l'histoire d'une femme qui avait absolument tout. Un duplex luxueux du 8e arrondissement, avec vue panoramique sur la Seine, qui ferait s'arrêter n'importe qui pour admirer. Des voitures allemandes qui coûtaient plus cher que certains petits appartements. Un mari dont la simple présence à un dîner en ville transformait l'événement en quelque chose d'important. Et un fils qu'elle aimait de chaque fibre de son être. Mais en ce mardi pluvieux, tandis qu'elle tenait le sac à dos de son fils de 5 ans, essayant de comprendre les mots qui sortirent de la bouche de l'homme avec qui elle avait partagé 15 ans de vie, elle découvrit quelque chose qu'aucun cours de préparation à la vie n'enseigne. Vous pouvez avoir tout et tout perdre le même jour, à la même heure, dans la même phrase. Prends le gamin et quitte ma maison avant vendredi. Je ne veux plus te voir ici. Sans explication, sans émotion. Comme quelqu'un qui demande au serveur de retirer une assiette de la table. Elle le regarda comme si elle voyait un étranger utilisant le visage de son mari. Parce que l'homme qu'elle connaissait n'était pas comme ça? Ou était-il exactement comme ça, et elle n'avait jamais voulu le voir? Revenons un peu en arrière. Parce que, pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce moment de destruction absolue, vous devez connaître la cage dorée qu'elle appelait sa vie. Le duplex faisait 300 mètres carrés. Un parquet en chêne massif que les rayons du soleil caressaient, créant des reflets dorés. Des baies vitrées qui s'ouvraient sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. Elle se souvenait de la première fois qu'elle y était entrée, jeune mariée, pensant qu'elle avait conquis le monde. Quelle femme chanceuse elle était. Ses camarades de classe auraient envié sa vie. Chaque événement social était une victoire. Elle arrivait bras dessus, bras dessous avec un homme que tout le monde connaissait, tout le monde respectait, tout le monde voulait impressionner. Il était propriétaire de 3 entreprises. Sa signature déplaçait des millions. Son nom ouvrait des portes qui n'existaient même pas pour d'autres. Elle n'était pas seulement son épouse. Elle était une pièce fondamentale de cette machine de statut social. Diplômée en architecture d'une des meilleures universités du pays, elle parlait 3 langues, connaissait l'art, savait exactement quoi dire dans chaque situation. C'était le genre de femme qui faisait se sentir les autres femmes inadéquates, juste par son existence. Le mariage était parfait. Aux yeux de tous. Des réceptions dans le duplex, où des hommes d'affaires importants riaient de ces histoires, juste parce que c'était lui qui les racontait. Des dîners chez Michelin ou au Lucas Carton où le chef venait personnellement à leur table. Des escapades à Saint-Barthélemy ou à Courchevel, des endroits que la plupart des gens ne voyaient que dans Vogue ou Point de Vue. Elle postait des photos, recevait des milliers de likes, des centaines de commentaires disant à quel point elle était chanceuse, bénie, inspirante. Personne ne voyait ce qui se passait après que les lumières s'éteignaient. Personne ne voyait qu'il rentrait de plus en plus tard, que les conversations devenaient de plus en plus courtes, plus fonctionnelles. Bonjour, bonne nuit, le petit a besoin de nouvelles chaussures, j'ai une réunion tard. Personne ne voyait qu'elle attendait éveillée, nuit après nuit, entendant le bruit de la clé dans la porte à 2-3 heures du matin. L'odeur d'un parfum différent. La chemise qui devait aller directement à la blanchisserie. Mais elle voyait. Et faisait semblant de ne pas voir. Parce que quand vous avez tout, admettre que vous n'avez rien est tout simplement impossible. Que vont penser les gens? Que vont-ils dire? Comment expliquer que la vie parfaite était un mensonge parfaitement orchestré? Alors elle se consacra à son fils. Ce garçon devint le centre de son univers. Tous les matins, elle le réveillait avec des baisers. Préparait ses tartines avec du chocolat Lindt. Le conduisait à l'école Montessori la plus prestigieuse du 16e arrondissement. L'attendait à la porte quand les cours se terminaient. Elle assistait seule aux réunions de parents d'élèves. Elle arrivait seule aux fêtes d'anniversaire de l'école. Elle allait seule au spectacle de fin d'année. Toujours avec le même sourire figé quand on lui demandait où était son mari. Le travail, vous savez, c'est comme ça avec les hommes d'affaires. Pas de fin de journée, pas de week-end. Et les autres mères acquiescèrent de la tête, avec ce regard de compréhension qui cachait un peu de soulagement de ne pas être à sa place. 3 ans. Ce fut 3 ans à ce rythme. 3 ans d'un mariage qui n'existait que sur le papier et les réseaux sociaux. 3 ans à faire semblant que tout allait bien, alors que chaque jour elle se sentait un peu plus invisible. Jusqu'à ce que vienne leur anniversaire de mariage. 15 ans. Une date qui aurait dû être spéciale, significative, mémorable. Elle avait tout planifié.
réserver une table au restaurant où il lui avait demandé de l'épouser, au bord de la Seine, un soir d'automne. Acheter une nouvelle robe de soirée, une création d'une jeune designer qu'elle aimait. Laisser Gabriel chez sa grand-mère. Envoyer un message. N'oublie pas. Ce soir. 8 heures. Il rentra à la maison à 11h30. Elle portait toujours la robe, maquillage défait. Le restaurant avait appelé 3 fois pour savoir s'ils maintenaient la réservation. J'ai complètement oublié. J'ai eu une réunion importante. Il ne s'excusa même pas. Il constata juste un fait. Comme quelqu'un qui commente qu'il pleut. Elle ne pleura pas. Quelque chose de plus profond que des larmes se produisit à ce moment. Ce fut comme si un voile tombait. Comme si enfin elle permettait à ses yeux de voir ce que son cœur savait depuis longtemps. Tu as une liaison. Ce ne fut pas une question. Ce fut une affirmation. Il la regarda avec cette expression de quelqu'un qu'on dérange pour quelque chose de trivial. Ça a de l'importance. 3 mots. 3 mots qui confirmèrent 15 ans de mensonges. Elle aurait dû exploser, crier, lancer des objets. Mais non. Elle est restée là, immobile, dans cette robe chère, dans cet appartement parfait, sentant que toute sa vie était une fraude merveilleusement décorée. Et c'est alors qu'elle a vraiment commencé à prêter attention, ne faisant plus semblant de ne pas voir, mais en enquêtant, en observant, en rassemblant les pièces, les voyages d'affaires qui se sont multipliés, les appels auxquels il répondait en quittant la pièce, le téléphone portable qui traînait avant n'importe où et qui était maintenant toujours dans sa poche. Toujours. Elle a commencé à se souvenir de détails qu'elle avait ignorés. La nouvelle secrétaire qu'il avait embauchée 6 mois plus tôt. Trop jeune. Trop belle. Toujours prête à rester tard au bureau. Toujours disponible pour les déplacements professionnels. Les sous-vêtements chers qu'elle a trouvés dans sa voiture et qui n'étaient définitivement pas les siens. La taille était fausse. Le style était faux. Tout était faux. Un jour, pendant qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la commode. Un message. Elle n'avait pas l'habitude de regarder. Mais cette fois, elle a regardé. J'ai hâte de te voir ce soir. Tu me manques. Cœur emoji. Baiser emoji. Et une intimité dans les mots qui montraient clairement, ce n'était pas nouveau. Cela durait depuis longtemps. Assez longtemps pour créer des codes, des routines, une vie parallèle complète. Elle a pris une photo de l'écran. Elle ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être avait-elle besoin de la preuve qu'elle ne devenait pas folle. Que c'était vraiment en train d'arriver. Et d'autres choses se sont produites. De petites confirmations qui s'accumulaient comme des gouttes de poison. Le rouge à lèvres sur le col. Le classique des classiques. Tellement cliché qu'elle a presque ri en le voyant. Une nuance de rouge. Elle n'avait pas porté de rouge depuis des années. Les relevés de sa carte de crédit professionnelle. Des dîners aux restaurants étoilés. Toujours les mercredis et vendredis. Le même pattern. Sauterne à 300 €, suite au Peninsula ou au Crillon. Justifié par une réunion d'affaires importante. Et elle est restée là, recueillant des preuves comme on assemble un puzzle macabre. Chaque pièce confirmait ce qu'elle savait déjà, mais ne voulait pas accepter. La question était, qu'allait-elle en faire? Elle a passé des nuits blanches à y penser. Confronter ou ne pas confronter? Demander le divorce ou faire semblant de ne pas savoir? Se battre pour son mariage ou accepter qu'il était terminé depuis longtemps? Elle devait penser à Gabriel, un garçon de 5 ans qui adorait son père, même si le père ignorait à peine son existence. Comment expliquer? Comment briser cette image de prince charmant? Et il y avait le statut qu'elle avait construit, le duplex parisien, les voitures de luxe, l'école Montessori prestigieuse, les vacances en Provence. Tout ce qui définissait son existence. Qui serait-elle sans cela? Une mère célibataire de plus. Une femme qui n'avait pas réussi à garder son mariage intact. L'orgueil lui faisait plus mal que la trahison. Et cela l'effrayait. Le fait de se soucier davantage de ce que les autres penseraient que de sa propre douleur. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui la dérangeait profondément. Elle a commencé à avoir des flashbacks. Des moments du passé qui prenaient maintenant un sens nouveau et douloureux. La lune de miel. Ils travaillaient la moitié du temps alors même qu'ils étaient dans un complexe paradisiaque. Elle pensait que c'était du dévouement. Maintenant, elle comprenait. Peut-être y avait-il déjà quelqu'un. Peut-être y en a-t-il toujours eu. La naissance de leur fils. Il est arrivé 4 heures plus tard à l'hôpital. Réunion importante, a-t-il dit. Elle a trouvé cela compréhensible. Un homme d'affaires a des responsabilités. Maintenant, elle pensait.
Était-il avec elle? Avec la secrétaire? Avec qui que ce soit à cette époque? Chaque bon souvenir était contaminé par le doute. Chaque moment heureux avait maintenant un astérisque. Était-ce réel? Était-il vraiment présent ou juste physiquement là? La colère a commencé à monter, lentement au début, comme une braise, mais chaque jour plus intense, plus dévorante. Parce qu'elle avait renoncé à des rêves pour lui. Elle avait refusé un poste d'architecte à Lyon dans une agence réputée, parce qu'il ne voulait pas quitter Paris. Elle avait arrêté de travailler quand Gabriel était né, parce qu'il avait dit que c'était mieux pour la famille. Elle avait transformé sa garde-robe, son attitude, sa façon de parler pour s'adapter au rôle de l'épouse parfaite d'un homme d'affaires puissant. Et pourquoi faire? Pour être remplacée par quelqu'un de plus jeune. Pour être jetée comme quelque chose de démodé? Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas la femme qu'elle voyait. Quand s'était-elle perdue? Quand a-t-elle accepté de n'être qu'un reflet de sa vie? Et cette conscience a grandi. Douloureuse, libératrice, terrible, nécessaire. Elle devait le confronter. Non pas pour la réconciliation, mais pour sa dignité. Pour entendre de sa bouche la vérité qu'elle connaissait déjà. Pour clore ce cycle comme il devait l'être. Alors elle a décidé du jour. Elle a choisi un jeudi. Elle lui a demandé de revenir tôt, prétextant qu'il devait discuter de Gabriel. Il détestait ce genre de conversation, mais il acceptait toujours pour maintenir son image de père attentif. Elle a répété ce qu'elle allait dire. 1000 versions différentes. Certaines calmes, d'autres explosives. Certaines dignes, d'autres pathétiques. Elle s'est préparée émotionnellement comme on se prépare à une opération chirurgicale. Elle savait que ça ferait mal. Mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Elle a laissé son fils avec sa mère. Elle ne voulait pas qu'il assiste à cela. Elle ne voulait pas que ce moment reste gravé dans la mémoire du garçon. Et elle a attendu. 6 heures, 7 heures, 8 heures. À 9h15, il est entré par la porte avec cette expression de quelqu'un qu'on dérange. Qu'est-ce qui est si urgent? Elle a pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment de tout mettre sur la table. D'exiger des réponses. De se battre pour la dignité qui lui restait. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, il a parlé. Et ce qu'il a dit a tout transformé. Absolument tout. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une confession repentante. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais, dans aucun des scénarios qu'elle avait répétés, imaginé entendre. Et ce qu'elle a découvert cette nuit-là briserait tout ce qu'elle pensait savoir sur l'homme avec qui elle avait partagé 15 ans de sa vie. Elle inspira profondément avant d'entrer dans son bureau. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone qu'il avait oublié dans la cuisine, le message toujours là, brillant comme une accusation silencieuse. « J'ai hâte de te revoir, mon amour. » La nuit dernière était parfaite. Il était assis derrière le bureau en acajou, tapant sur son ordinateur portable comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas détruit 15 ans de mariage avec une trahison qui durait probablement depuis des mois. « Nous devons parler, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. Il ne leva même pas les yeux. « Je suis occupé. Ça ne peut pas attendre. » « Non. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Ça ne peut pas attendre. » Finalement, il leva les yeux, l'irritation traversant son visage. « Qu'y a-t-il encore? Une autre plainte parce que je travaille trop? Parce que je ne passe pas assez de temps avec Gabriel ?» Elle posa le téléphone sur le bureau, tourna l'écran vers lui. Elle observa la couleur quitter son visage, observa le moment exact où il réalisa qu'il avait été pris. « Explique ça, » demanda-t-elle, la voix étonnamment calme malgré son cœur qui se brisait dans sa poitrine. Il saisit rapidement le téléphone, comme s'il pouvait encore cacher la preuve. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Non ?» Elle fit un pas en avant. « Alors dis-moi ce que c'est, parce que d'après ce que je lis, tu as une autre femme. Une femme que tu as vue hier soir, pendant que je pensais que tu étais à une réunion d'affaires. Tu as fouillé dans mon téléphone ?» Sa voix monta, défensive. « Tu n'as pas le droit. »« Je n'ai pas le droit. » Pour la première fois depuis des années, elle cria. « Tu as détruit notre mariage et tu t'inquiètes de l'invasion de ma vie privée ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Elle pouvait entendre son propre cœur battre, pouvait sentir des larmes chaudes dans ses yeux. Mais elle ne les laisserait pas tomber. Pas encore. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, sa voix redevenant basse. « Depuis combien de temps ça dure ?» Il passa la main dans ses cheveux, ce geste qu'elle trouvait autrefois charmant. Maintenant,
Il semblait juste lâche. 6 mois, murmura-t-il. 6 mois. La moitié d'une année à vivre un mensonge. La moitié d'une année de faux baisers, de je t'aime vide, d'une farce complète pendant qu'elle s'occupait de leur fils, de leur maison, du mariage que seule elle essayait de sauver. Qui est-elle? Ça a de l'importance? Il trouva enfin le courage de la regarder dans les yeux. Oui, ça a de l'importance. Elle croisa les bras, essayant de retenir les morceaux d'elle-même qui se brisaient. Daniela, du bureau, elle me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. Le rire qui s'échappa d'elle fut amer, sans humour. Elle te comprend? C'est ce que tu as à dire? Après 15 ans? Après tout ce que nous avons construit ensemble, la justification est qu'elle te comprend mieux? Tu as changé. Soudain, il était debout, la pointant du doigt comme si elle était la coupable. Depuis que Gabriel est né, tu ne te soucies que de lui. Je suis devenu invisible dans ma propre maison. Quand as-tu réellement pensé à moi pour la dernière fois? Quand avons-nous parlé d'autre chose que de couches et d'école? Ces mots la blessèrent profondément, car ils contenaient un fragment de vérité déformée. Elle s'était consacrée à leur fils, surtout les premières années. Mais pas parce qu'elle n'aimait pas son mari. Parce qu'elle élevait leur fils, parce qu'elle construisait une famille, parce qu'elle pensait qu'il comprenait que la maternité exige des sacrifices. « J'élevais notre fils », dit-elle lentement, chaque mot pesant. « Notre fils, que tu connais à peine parce que tu étais toujours au travail ou apparemment avec elle. J'ai sacrifié ma carrière, mes rêves, mon identité pour construire une famille. Et toi? Tu construisais une vie parallèle avec une autre femme. Je veux le divorce. » Les mots tombèrent entre eux comme une sentence de mort. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? Tu as bien entendu, je veux le divorce. » Maintenant qu'il l'avait dit, il sembla gagner une confiance cruelle. « C'est fini depuis longtemps. Nous faisions juste semblant, et tu le sais. » « Je ne faisais pas semblant, » murmura-t-elle, la réalité pénétrant enfin. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était la fin calculée, délibérée. Je t'aimais encore, j'essayais encore. Eh bien, moi non. La froideur dans sa voix était pire que n'importe quel cri. Et puisque nous mettons les cartes sur table, je vais te dire comment ça va se passer. Tu vas quitter cette maison. Elle sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Cette maison est à mon nom. L'appartement, la voiture, les comptes bancaires, tout est à mon nom. Il se rassit, redevenu soudain l'homme d'affaires froid, négociant un accord. Tu n'as pas travaillé depuis des années. Tu n'as pas de revenus propres. Tu n'as rien qui ne vienne pas de moi. La cruauté de son plan, le calcul froid, lui coupa le souffle. Alors qu'elle avait aimé, fait confiance, investi dans un mariage, il avait construit un piège financier. « Tu as planifié cela, » réalisa-t-elle, la voix incrédule. « Pendant tout ce temps, tu as planifié de me laisser sans rien. »« J'ai planifié de protéger mes actifs, » corrigea-t-il. « J'ai bâti cet empire. Tu n'as fait que profiter des avantages. Maintenant, les avantages sont terminés. » Et Gabriel, sa voix se brisa en mentionnant leur fils. « Tu vas arracher notre fils à la seule maison qu'il connaisse. Gabriel peut rester avec moi les week-ends. Tu pourras le voir quand je le permettrai. » Il prit un stylo, commença à griffonner quelque chose sur un papier, comme s'il était déjà passé à la tâche suivante de la journée. « Je te suggère de commencer à faire tes valises. Plus vite tu partiras, mieux ce sera pour tout le monde. »« Je t'ai donné les meilleures années de ma vie, » dit-elle, chaque mot sortant avec difficulté de sa gorge serrée. « J'ai abandonné ma carrière d'architecte, mes rêves, mon indépendance, je t'ai fait confiance. Et ce fut ton erreur. » Il ne leva même pas les yeux. La confiance ne paie pas les factures, ne garde pas les propriétés. Tu aurais dû y penser avant de devenir complètement dépendante de moi. La pièce tourna. Les murs qu'elle avait décorés avec tant de soin, la vue qu'elle aimait, tout semblait l'étouffer maintenant. Il ne mettait pas seulement fin au mariage. Il la détruisait systématiquement, s'assurant qu'elle ne reparte avec rien d'autre que des cicatrices émotionnelles. « Tu as 1 semaine, » dit-il, la regardant enfin avec des yeux qui ne contenaient aucune trace de l'homme qu'elle avait aimé. « Fais tes affaires et pars. Ne fais pas de scène. N'implique pas Gabriel dans des drames inutiles. Juste, va-t'en. » Elle resta là, tremblante, sentant le choc se transformer en quelque chose de différent. Quelque chose de plus froid, de plus clair. Il s'attendait à ce qu'elle le supplie,
Elle le voyait dans la façon dont il l'observait, attendant les larmes, la supplication, le désespoir. Il voulait qu'elle se prosterne, qu'elle prouve son récit selon lequel elle était faible, dépendante, rien sans lui. Mais tandis qu'elle se tenait là, quelque chose en elle se solidifia. Une force qu'elle ignorait posséder. Une clarté née de la trahison complète. Gabriel. Elle pensa à son fils dormant dans la chambre d'à côté, confiant que sa mère le protégerait toujours. Et à ce moment-là, elle sut exactement ce qu'elle devait faire. « D'accord », dit-elle, la voix étonnamment ferme. Il cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à un tel accord. « D'accord », répéta-t-il, méfiant. « Oui, je pars. » Elle se tourna vers la porte, mais s'arrêta, la main sur la poignée. « Mais pas parce que tu l'as ordonné, et pas de la manière dont tu l'as planifié. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle quitta le bureau, la tête haute, le dos droit, refusant de le laisser voir les tremblements qui parcouraient son corps. Dans le couloir silencieux, elle s'appuya contre le mur, s'accordant un moment de faiblesse. Les larmes coulèrent enfin, chaudes et rapides, emportant 15 ans d'amour, d'espoir et d'une ingénuité qu'elle n'aurait plus jamais. Mais avec les larmes vint quelque chose de plus, la détermination. Il pensait avoir tout le pouvoir, que la maintenir financièrement dépendante la rendait impuissante. Il ne comprenait pas que son argent, sa maison, ses voitures, rien de tout cela ne définissait qui elle était. Elle était la mère de Gabriel. Elle était la femme qui avait construit un foyer, pas seulement une propriété coûteuse. Elle était la personne qui avait aimé sincèrement, sacrifié authentiquement, vécu avec intégrité. Et elle n'allait pas le laisser détruire cela. Elle s'éloigna du mur, essuya ses larmes du revers de la main et se dirigea vers la chambre de son fils. Gabriel dormait, son visage innocent détendu, inconscient de la tempête qui avait éclaté dans son petit monde. Elle s'assit au bord de son lit, observant sa poitrine monter et descendre au rythme de sa respiration douce. Combien de nuits avait-elle passées ainsi, veillant sur son sommeil, le protégeant des cauchemars. Maintenant, elle devrait le protéger d'une réalité pire que tout mauvais rêve. « Je te protégerai », murmura-t-elle, touchant doucement ses cheveux. « Quoi qu'il en coûte, tu verras que la force ne vient pas de l'argent. Elle vient de l'amour, de la dignité, de savoir qui tu es quand tout le reste t'est enlevé. » Une résolution cristalline se forma dans son esprit. Elle allait partir, oui, mais pas comme une victime chassée de sa propre vie. Elle allait partir comme une femme choisissant sa dignité plutôt que le confort matériel, choisissant de protéger son fils d'un père qui voyait les gens comme des actifs négociables. Elle se leva, regarda autour de la chambre soigneusement décorée. Les jouets chers, le lit importé, les rideaux de marque, tout semblait vide maintenant. Gabriel n'avait pas besoin de cela. Il avait besoin d'une mère forte, d'un exemple d'intégrité, de voir que certaines choses valaient plus que des manoirs et des comptes bancaires. Dans sa propre chambre, elle ouvrit l'armoire. Des rangées de robes chères, de chaussures de marque, de bijoux qu'il lui avait offerts pour les anniversaires et les occasions spéciales. Chaque pièce une chaîne dorée, un rappel de sa dépendance, de la façon dont elle avait échangé son indépendance contre la sécurité matérielle. Elle prit une simple valise du placard et commença à trier l'essentiel. Des vêtements pratiques, pas les robes de soirée. Des chaussures confortables, pas les talons qui la faisaient trébucher. Elle ouvrit le tiroir à bijoux, regarda les diamants et les perles, et le referma sans rien prendre. Il lui avait donné ces choses, mais il ne lui avait jamais donné de respect. Il ne lui avait jamais donné de fidélité. Il ne lui avait jamais donné ce qui comptait vraiment. Elle se rendit au petit bureau qu'elle n'utilisait presque jamais. Dans un coin, son vieux portfolio d'architecture, poussiéreux, rempli de projets de jeunesse. Elle l'ouvrit avec une main tremblante, contempla les dessins qu'elle avait créés avec passion, la carrière qu'elle avait laissée mourir. « Plus jamais », se promit-elle, « plus jamais je ne disparaîtrai pour quelqu'un. » Elle prit les documents importants qu'elle put trouver, l'acte de naissance de Gabriel, de vieux papiers, des photos de famille inestimables. Tout tiendrait dans 2 valises. 15 ans réduits à 2 valises. Mais en faisant ces valises, elle ne ressentait pas seulement de la perte. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'action, le choix, le pouvoir sur son propre destin. Elle prit son téléphone portable, regarda la liste de contacts qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Des amis qu'elle avait négligés quand le mariage avait consumé sa vie.
une famille dont elle s'était éloignée parce qu'il se plaignait toujours des visites. Un nom se détacha. Caroline. Sa sœur cadette, celle avec qui elle s'était fâchée des années auparavant quand Caroline lui avait dit que son mari était contrôlant et manipulateur. À l'époque, elle l'avait défendu farouchement. Elle avait choisi de le croire plutôt que sa propre sœur. Maintenant, elle voyait clairement la vérité que Caroline avait essayé de lui montrer. Les doigts tremblants, elle tapa un message. « Caro, je sais que c'est ridicule après tout ce temps. Je sais que je ne mérite pas ta sympathie, pas après ce que je t'ai dit. Mais j'ai vraiment besoin d'aide. Tu peux m'appeler ?» La réponse arriva en quelques secondes. « Appelle-moi tout de suite. » Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient différentes. Un soulagement mêlé de regret. L'espoir mêlé de peur. La conversation avec Caroline fut brève, intense, chargée de toutes les émotions retenues des années précédentes. Caroline ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Elle ne lui reprocha pas ce silence des années. Elle dit simplement « prends Gabriel et viens chez moi. J'ai une chambre pour vous deux. Reste aussi longtemps que tu le voudras. On va s'en sortir ensemble. » Quand elle raccrocha, elle sentit qu'elle pouvait respirer pour la première fois depuis des heures. Elle n'était pas seule. Elle avait beaucoup perdu, mais elle n'avait pas tout perdu. Elle retourna dans la chambre de Gabriel, l'observa dormir une fois de plus. Demain, elle devrait expliquer. Elle devrait trouver des mots qui ne détruisent pas, mais ne mentent pas non plus. Elle devrait être assez forte pour eux deux. Mais ce soir-là, elle s'autorisa à ressentir la douleur dans sa totalité. Sentir la trahison, l'humiliation, la perte de tout ce qu'elle avait construit. Ressentir et digérer, pour pouvoir commencer à guérir. Elle se coucha contre son fils, le serrant fort dans ses bras, et enfin les larmes vinrent. Elle pleura le mariage dont elle avait cru à la magie, l'homme qu'elle avait cru aimer, la vie qu'elle avait rêvé de construire. Mais tandis qu'elle pleurait, une partie d'elle, la partie qui naissait de cette trahison, était déjà en train de planifier. Elle se renforçait déjà. Elle voyait déjà au-delà de la douleur immédiate vers un avenir qu'elle construirait elle-même. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait cet avenir. Elle n'avait pas son propre argent, pas de maison, pas de carrière active. Mais elle avait quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter ou contrôler. Elle avait sa dignité, son amour pour son fils, sa force de caractère qu'aucune trahison ne pourrait briser. Et elle avait la certitude absolue que quitter ce manoir, ce mariage, cette vie dorée mais vide, serait le mouvement de pouvoir qui changerait tout. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pourrait jamais prévoir dans son arrogance, c'est que la femme qu'il expulsait n'était pas la même femme qu'il avait connue. Les années de mariage, les sacrifices, et maintenant cette trahison brutale, avaient forgé quelque chose de nouveau en elle, quelque chose d'indestructible. Tandis que Gabriel dormait paisiblement dans ses bras, elle regarda le plafond du duplex qu'elle quitterait bientôt. Et pour la première fois en des années, un sourire apparut sur ses lèvres. Pas un sourire de bonheur, mais de résolution. Partir serait un déchirement. Se reconstruire serait long et douloureux. Mais rester, accepter cette humiliation, apprendre à Gabriel que la dignité se négocie, pourrir dans ce penthouse doré, cela était impossible. « Dès demain, murmura-t-elle dans le noir, on recommence. Et il ne saura jamais que cette semaine qu'il m'a donnée est le meilleur cadeau qu'il ne m'ait jamais fait. Parce qu'en une semaine, elle ne serait plus la femme dépendante qu'il avait jetée. Elle serait la femme qui avait choisi sa valeur plutôt que son confort. La mère qui avait protégé son fils du poison d'un père narcissique. La personne qui avait découvert que la vraie richesse n'avait jamais rien à voir avec la taille de la maison ou le solde du compte bancaire. Et quand elle franchirait enfin cette porte, tenant Gabriel par la main, ne portant que 2 valises sur son dos, elle ne se verrait pas comme une femme jetée dehors. Elle se verrait comme une femme qui s'était enfin sauvée. Elle se libérerait. Il lui avait donné 1 semaine. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en réalité, il venait de déclencher quelque chose qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Et quand la porte se refermerait derrière elle pour la dernière fois, ce serait lui qui comprendrait enfin le coût réel de traiter les gens comme des biens jetables. Mais cela restait à venir. Pour l'instant, elle serra son fils dans ses bras, essuya les dernières larmes, et se prépara mentalement pour le chemin à parcourir. Un chemin qui commencerait par l'humiliation et la perte, mais qui se terminerait par quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, quelle que soit sa fortune. La liberté, la dignité
et la force silencieuse d'une femme qui avait enfin appris sa propre valeur. Elle est debout devant la porte de la chambre de son fils, l'observant dormir. La lumière du couloir dessine un triangle doré sur son visage, si innocent, si inconscient du chaos qui se déroule autour. 5 ans. 5 ans de pureté qu'elle doit protéger, même si cela signifie détruire tout ce qu'elle a construit. Ou plutôt, tout ce qu'il a construit. Car cette maison n'a jamais été la sienne, n'est-ce pas? Cette vie de marbre et de cristal, de dîner silencieux et de sourires vides devant les caméras. Rien de tout cela n'était son choix. C'était une cage dorée qu'elle avait acceptée, pensant que l'amour signifiait le sacrifice, que le mariage signifiait l'adaptation, que la maternité signifiait disparaître. Elle ferme les yeux et entend sa voix résonner dans les couloirs. « Tu n'es rien sans moi, rien. » Et pour la première fois, au lieu d'y croire, elle pense « Peut-être est-ce exactement ce que je dois être. Rien de ce que tu as créé, rien de ce que tu contrôles. » Elle entre dans la chambre et s'agenouille au bord du lit. Sa respiration est paisible, sa poitrine se soulève et s'abaisse avec la régularité réconfortante de l'enfance. Elle passe la main dans ses cheveux foncés, si semblables aux siens, et murmure « Tu mérites mieux que ça, mon amour. Mieux qu'un foyer brisé, mieux qu'une mère qui s'est perdue elle-même. » C'est à ce moment-là que la décision cesse de la concerner. Ce n'est plus une question d'orgueil blessé ou de cœur brisé. Il s'agit de donner à son fils un exemple différent. Lui montrer que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, que partir peut être la forme la plus courageuse de rester entière. Elle se lève et se dirige vers le dressing. Ses mains tremblent alors qu'elle atteint l'étagère la plus haute, là où il ne regarde jamais. Là se trouvent les choses importantes. L'acte de naissance de son fils, des pièces d'identité, la seule photo qu'elle possède de sa propre mère. Elle prend tout et le met dans un petit sac discret. Mais au moment de prendre les relevés bancaires, elle découvre. Les dossiers sont vides, complètement vides. Elle fronce les sourcils, confuse, et ouvre le tiroir où se trouvent habituellement les cartes de crédit, également vides. Elle court vers son bureau, le cœur battant, et tente d'accéder au compte joint sur l'ordinateur. Mot de passe incorrect. Elle essaie encore, et encore. Le mot « bloqué » apparaît à l'écran comme une sentence. Il a changé tous les mots de passe, bloqué tous les comptes. Elle n'a accès à rien. Zéro. Pas même à l'argent qui, techniquement, lui appartient aussi. La réalisation tombe comme une avalanche glaciale. Il préparait ça. Peut-être depuis toujours. Chaque compte a son nom. Chaque investissement sous son contrôle. Chaque centime passant d'abord par ses mains. Elle n'était pas une épouse. Elle était une dépendante. Une employée non rémunérée dans un mariage corporatif. Elle sent la panique monter à la gorge. Mais alors, elle s'arrête. Respire. Non, elle ne va pas s'effondrer. Pas maintenant. Elle a déjà traversé pire. Elle a grandi avec moins. Elle a survécu avant lui. Elle survivra après lui. D'une main ferme, elle prend son téléphone portable. Il y a un numéro qu'elle n'a pas composé depuis 3 ans. Un numéro qu'elle a évité par honte, par orgueil, parce qu'il disait que sa famille était problématique, que ses amis étaient des influences négatives. Elle l'a composé et a éloigné tous ceux qu'elle aimait pour s'adapter à la vie qu'il dessinait. Le téléphone sonne 1 fois, 2, 3. Allô? La voix de sa sœur est prudente, comme si elle s'attendait à de mauvaises nouvelles. Elle déglutit. C'est moi. Silence. Puis, tu vas bien? Et quelque chose en elle se brise. Non pas la structure, mais la carapace. L'armure qu'elle avait portée si longtemps pour faire semblant que tout allait bien. Non. Non. Je ne vais pas bien. J'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de jugement dans la voix de sa sœur. Juste un amour pratique et direct. Où es-tu? De quoi as-tu besoin? Je vais partir. Je vais prendre le petit. Mais je n'ai nulle part où aller. Viens ici, maintenant. Amène-le. Vous resterez avec moi aussi longtemps que vous en aurez besoin. Les larmes coulent enfin, mais ce ne sont pas celles du désespoir. Elles sont celles du soulagement, de la gratitude, de la reconnexion avec le seul véritable filet de sécurité qu'elle a toujours eu, sa famille. Pas la famille qu'il a créée lors d'événements sociaux et de photos parfaites. La famille qui compte. Celle qui ne disparaît pas quand vous n'êtes plus commode. Elle raccroche le téléphone et retourne dans la chambre de son fils. Cette fois, elle le réveille doucement, lui caressant le visage jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent, confus. « Maman ?»
Il se frotte les yeux. Quelle heure est-il? L'heure de l'aventure, mon amour. Elle sourit, et c'est le premier vrai sourire depuis des mois. Nous allons faire un voyage. Ses yeux s'illuminent de cette excitation pure de l'enfance. Où ça? Au parc? À la plage? Chez Tata. Tu te souviens d'elle? Tu vas adorer. Elle a un chien maintenant. Il s'assied sur le lit, déjà plus éveillé. Un chien? Trop cool. Papa vient aussi? Et voilà la question qu'elle redoutait. Celle qui lui fend le cœur en deux. Elle se baisse pour être à sa hauteur, tenant son petit visage entre ses mains. Non, chérie. Cette fois, c'est juste toi et moi. Une aventure rien qu'à nous. Il fronce les sourcils, assimilant l'information. Pourquoi? Papa n'aime pas Tata? C'est compliqué, mon amour. Mais parfois, les gens ont besoin de temps séparés, pour réfléchir, pour grandir. Vous vous êtes disputés. Sa voix est si petite, si inquiète. Elle prend une profonde inspiration. Des vérités partielles. Il est trop jeune pour le poids total, mais assez grand pour mériter l'honnêteté. Oui, nous nous sommes disputés, et je suis triste. Mais tu sais ce qui me rendra moins triste? Quoi? T'avoir avec moi, savoir que tu es en sécurité et heureux. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. Il la regarde avec ses yeux immenses, assimilant l'information avec la gravité étrange des enfants qui captent plus qu'ils ne le montrent. Alors, il fait quelque chose qui la détruit et la reconstruit en même temps. Il la serre dans ses bras, fort, avec ses petits bras autour de son cou. Ne pleure pas, maman. On va s'en sortir, hein? Et elle pleure quand même, mais ce sont des larmes d'une autre nature. D'un amour si pur qu'il fait mal. De la certitude qu'elle fait le bon choix. Oui, mon amour. Nous allons nous en sortir. Je suis courageux, dit-il contre son épaule, répétant quelque chose qu'elle lui dit elle-même avant les vaccins et les dentistes. On est courageux ensemble, pas vrai? Elle rit à travers ses larmes. Oui, on l'est, les plus courageux du monde. Il s'éloigne et essuie les larmes de son visage avec ses petites mains. Alors arrête de pleurer. Un pleurnichard n'est pas courageux. Elle sourit et embrasse son front. Parfois, être courageux signifie aussi pleurer. Ça signifie tout ressentir et continuer d'avancer malgré tout. Il y réfléchit, sérieusement, puis acquiesce. D'accord. Mais maintenant, on doit faire nos valises. Les aventures ont besoin de valises. Son pragmatisme, la pure résilience de l'enfance, l'attire du moment. Elle se lève et ils commencent ensemble. Il choisit ses jouets préférés. La petite voiture rouge, le dinosaure en peluche, les livres d'histoire qu'elle lui lit tous les soirs. Elle prend ses vêtements pratiques, son manteau d'hiver, ses baskets. Puis, elle va dans sa propre chambre, et c'est là que la transformation opère vraiment. Elle se tient devant le miroir, regardant la femme qui s'y reflète, des cheveux parfaitement coiffés même au petit matin, une peau impeccable grâce à des traitements coûteux, des vêtements de marque même pour dormir. Elle a l'air de l'épouse trophée parfaite, et elle déteste ça. Lentement, elle retire ses bijoux. D'abord les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui a offertes pour son anniversaire, en disant « seul le meilleur pour ma femme » pendant que les journalistes prenaient des photos. Puis le collier de perles qui appartenait à sa mère, symbole de la lignée qu'elle ne serait jamais assez bien pour porter. La montre de luxe, les bagues, même l'alliance de mariage. Elle met tout dans une boîte sur la coiffeuse. Chaque pièce qui tombe fait un petit bruit, mais en elle, c'est un tremblement de terre. Elle n'enlève pas seulement des bijoux, elle enlève des chaînes. Elle ouvre l'armoire et passe devant les vêtements coûteux. Les robes de soirée qu'elle a portées en souriant aux caméras tout en mourant à l'intérieur. Les tailleurs féminins pour les événements d'entreprise où elle était un accessoire, pas une personne. Les talons qui faisaient mal mais étaient appropriés. Au lieu de cela, elle prend un jean. Celui qu'il disait être trop décontracté pour elle. Elle prend la simple blouse en coton, confortable. Les baskets qu'elle avait cachées au fond du placard parce qu'il disait qu'elles étaient peu féminines. Elle s'habille et se regarde à nouveau dans le miroir. Et pour la première fois depuis des années, elle reconnaît qui la regarde. Pas la femme polie et silencieuse, mais elle, la femme qui existait avant, celle qui existera après. Elle attache ses cheveux en une simple queue de cheval. Elle se lave le visage, enlevant son maquillage. Peau nue, sans masque.
C'est effrayant. C'est libérateur. Elle prend un vieux sac à dos au fond de l'armoire et commence à n'y ranger que l'essentiel. Pas les choses précieuses, celles qui comptent. Des photos de son fils, le journal qu'elle tenait secrètement, les lettres que sa mère a écrites avant de mourir. Un vieux pull douillet qui sent la maison, pas le manoir. Quand elle ferme le sac à dos, c'est comme sceller un pacte avec elle-même. Il m'a donné des diamants, pense-t-elle, mais il n'a pas pu me donner de respect. Il m'a donné une maison, mais il n'a pas pu me donner un foyer. Il m'a donné un nom de famille, mais m'a pris ma voix. Elle marche jusqu'à la porte de la chambre, où son fils l'attend déjà avec son propre sac à dos, excité et confiant parce qu'il croit en elle. Parce que pour lui, maman sait toujours quoi faire. Et cette fois, elle sait vraiment. Elle prend sa petite main et il marche dans le couloir. Chaque pas sur les escaliers de marbre semble définitif. La première fois qu'elle a monté ces escaliers, elle était en robe de mariée, riant, croyant aux fins heureuses. Maintenant, elle descend en jean et basket, tenant son fils, croyant au nouveau départ courageux. Au milieu de l'escalier, elle s'arrête. Elle regarde en arrière, vers les étages supérieurs, vers la vie qu'elle quitte. Une partie d'elle veut courir en arrière. La sécurité financière, la stabilité, le nom, la position sociale. N'est-ce pas tout ce pourquoi les gens tuent? Mais alors, elle regarde en bas, vers le fils qui tient sa main et la regarde avec une confiance absolue. Et elle réalise, il n'a pas besoin d'un manoir. Il a besoin d'une mère entière. Une mère qui ne disparaît pas dans les silences et les excuses. Elle descend la dernière marche et marche jusqu'à la porte d'entrée. Le sac à dos sur l'épaule, le fils à ses côtés, le cœur brisé mais fonctionnel. Elle pose sa main sur la poignée, prête à ouvrir, prête à partir, prête à recommencer. Mais alors elle entend un son, des pas doux, une respiration contrôlée. Elle se fige, elle se retourne lentement. Et il est là, en haut de l'escalier, observant. Combien de temps est-il là? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Leurs yeux se rencontrent à travers la distance de l'immense hall. À ce moment, tout s'arrête. Le monde retient son souffle. Le fils serre sa main, sentant la tension. Il ne dit rien. Il observe simplement. Son sac à dos. Ses vêtements simples. Sa main tenant celle de son fils. Elle ne dit rien non plus. Elle serre simplement la poignée plus fort. L'air entre eux est chargé de tout ce qui a été dit et de tout ce qui ne le sera jamais. De promesses brisées et de rêves enterrés. D'un mariage qui n'était qu'une façade et d'une famille qui n'était qu'une vitrine. Elle tourne la poignée. Elle ouvre la porte. Et tandis que la lumière froide de l'aube envahit le hall de marbre, elle tient fermement la main de son fils et fait le premier pas dehors. Elle ne regarde pas en arrière, parce que les femmes qui renaissent ne peuvent pas vivre en regardant les cendres. Et puis, elle commença à descendre les escaliers. Chaque marche était une déclaration silencieuse, chaque pas un acte de reprise de possession de sa propre âme. La valise cognait légèrement contre sa jambe, le poids des affaires insignifiant comparé au poids qu'elle laissait derrière elle. Il était là, en haut de l'escalier, observant. Pendant un bref instant, quelque chose traversa son visage. Peut-être la reconnaissance tardive de ce qui se passait. Peut-être juste de l'irritation parce qu'elle retardait sa nuit. « Enfin, tu t'en vas ?» Sa voix coupa le silence comme une lame affûtée. Quel soulagement. Elle ne répondit pas, ne tourna même pas la tête. Elle continua simplement à descendre, marche après marche, sa dignité intacte comme une armure invisible qu'il n'avait jamais pu entièrement transpercer. C'est alors que l'autre femme apparut. Sortant de son bureau, vêtue d'un des peignoirs coûteux qu'il lui avait achetés, l'amante se posta à ses côtés, en haut de l'escalier. La possessivité de son geste était indubitable. Elle avait déjà pris possession de l'espace, de l'homme, de la vie qui ne lui appartenait pas. « Allons, chérie », sa voix était douce, presque maternelle. « Laisse-la partir. Ça n'en vaut pas la peine de faire un drame. » Le fils de 4 ans se tenait près de la porte, son petit sac à dos sur le dos, les yeux fixés sur son père qui restait à l'étage. Le petit garçon ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. Mais il en comprenait assez pour savoir que son monde s'effondrait. L'épouse arriva au bas de l'escalier et se dirigea vers la porte d'entrée. Chaque pas était mesuré, contrôlé. Elle ne courut pas, ne se pressa pas, ne lui donna pas la satisfaction de la voir fuir. Le petit garçon tendit la main vers elle, et elle la saisit fermement. Puis, il se retourna, vers l'endroit où son père restait en haut de l'escalier. « Au revoir, papa. » Sa voix trembla,
ses grands yeux brillants de larmes qui n'étaient pas encore autorisés à couler. Ce fut la première fissure. Elle vit la chose se produire. Elle vit son visage se contracter, vit quelque chose traverser ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis des années. L'amante le vit aussi, car elle recula d'un pas, la confiance dans son sourire vacillant pour la première fois. « Fils, je... » commença-t-il, mais les mots moururent. Que pouvait-il dire? Comment expliquer à un enfant de 4 ans que son père avait choisi un plaisir temporaire plutôt qu'une famille permanente? L'épouse ouvrit la porte. L'air froid de la nuit entra, apportant l'odeur de la liberté et des possibilités inexplorées. Elle pouvait voir la voiture de son ami qui l'attendait à l'entrée, les lumières intérieures allumées comme un phare de sécurité. « Attends !» Sa voix vint d'en haut, plus forte maintenant, avec une note de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Panique? Regret? Prise de conscience? Elle n'attendit pas, ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière. Elle fit simplement un pas de plus vers la liberté, son petit garçon marchant à ses côtés, confiant en sa mère d'une manière qu'il ne ferait plus jamais confiance à son père. Ils descendirent les 3 marches du porche. Le chemin de pierre était éclairé par les lumières paysagères qu'elle avait elle-même choisies, plantées, entretenues. Chaque détail de cette propriété portait son empreinte, son amour, son travail. Et elle laissait tout derrière elle sans se retourner. Le bruit de pas rapides résonna derrière elle. Il arrivait. Elle entendit l'amante l'appeler, la voix désormais teintée d'une réelle inquiétude. « Ne sois pas ridicule, laisse-la partir !» Mais il ne s'arrêta pas. Elle entendit ses pas marteler les marches de l'escalier, traverser le hall d'entrée, franchir la porte. « Tu ne peux pas simplement emmener mon fils !» Sa voix transperça l'air de la nuit, assez forte pour que les voisins l'entendent, assez désespérée pour révéler la panique qu'il ressentait enfin. Elle s'arrêta, non parce qu'il l'avait ordonné, mais parce qu'elle l'avait choisi. Elle se retourna lentement, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis qu'elle était descendue de l'escalier. « Notre fils !» Sa voix était calme, mais chaque mot était une sentence. « Et je le protège de ton poison. » Il traversa la pelouse à grandes enjambées. Autour d'eux, les lumières des maisons voisines commencèrent à s'allumer. Des rideaux bougèrent. Des visages apparurent aux fenêtres. Tout le voisinage assistait à l'effondrement public de l'homme parfait. L'amante apparut à la porte, mais n'osa pas descendre les marches. La réalité d'être l'autre femme était enfin en train de pénétrer. Elle n'était pas la conquérante triomphante. Elle était la briseuse de foyer. Et tout le monde le voyait. Il rejoignit son épouse près de la voiture. Sa main jaillit, attrapant son bras dans un geste de possession qu'il avait utilisé des milliers de fois auparavant. Ce contact qui disait « Tu es à moi ». Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle se dégagea, non violemment, non avec colère, mais avec une force qu'il n'avait jamais expérimentée venant d'elle. Une force qui venait d'un endroit si profond qu'il ne savait pas qu'il existait. Son bras retomba, rejeté. « Tu !» Il tenta à nouveau, mais elle le coupa. « Moi, quoi ?» Pour la première fois, sa voix s'éleva, pas en criant, pas hystérique, mais puissante. « J'ai obéi, je me suis tue, j'ai fait semblant que tes retards étaient du travail, que les parfums venaient de collègues, que les messages effacés n'étaient de rien. » Chaque mot frappa comme un coup de poing physique. Il recula, et elle avança. La dynamique de pouvoir qui avait existé pendant une décennie entière était en train de s'inverser sous les yeux de tout le monde. « Tu as pris mes années. » Sa voix tremblait maintenant, mais pas de faiblesse, de puissance, de vérité enfin libérée. « Tu as pris mon identité. Tu m'as transformé en l'ombre de ce que j'étais. Tu as pris ma confiance, mon estime de moi, ma joie. » Les larmes coulaient sur son visage maintenant, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler, chacune d'elles un témoignage de la douleur qu'il avait causée. « Mais tu ne peux pas prendre mon fils. » Elle fit un pas de plus vers lui, et il recula d'un pas. « Tu ne peux pas prendre ma dignité, et tu ne peux certainement pas me reprendre. » Le silence tomba. Même les grillons semblaient de retenir leur souffle. Les voisins aux fenêtres étaient bandes figées. L'amante à la porte ressemblait à une statue. « Sa voix se brisa. « Je suis désolé. Tu le regrettes ?» Elle inclina la tête, l'étudiant comme un étranger. « Tu le regrettes parce que ça se passe, parce que les gens voient, parce que pour la première fois de ta vie, tu fais face aux conséquences ?» Il tenta de parler, mais aucun mot ne vint. « Tu ne regrettes pas ce que tu m'as fait. »
Elle essuya ses yeux, retrouvant son calme. Tu te plains de toi-même. Parce que tu réalises enfin ce que tu perds. S'il te plaît. Le mot sortit comme un gémissement. Ne pars pas. Nous pouvons arranger ça. Je vais y mettre fin. Elle va partir. Nous irons en thérapie. N'importe quoi. Juste ne pars pas. L'épouse le regarda longuement. Elle vit l'homme dont elle était tombée amoureuse, caché quelque part dans cette coquille. Elle vit les années qu'ils avaient à partager, les bonnes et les mauvaises. Elle vit le père de son fils, imparfait et défaillant et complètement perdu. Et elle vit aussi la vérité. Que l'amour ne suffisait pas. Que l'histoire ne suffisait pas. Que le potentiel, les promesses et le ça pourrait être ne suffisaient pas. Non. Le mot était définitif, absolu. Plus maintenant. Elle se retourna vers la voiture, ouvrit la porte arrière, aida son fils à s'installer, attacha sa ceinture de sécurité avec des mains tremblantes mais déterminées, embrassa son front, murmura que tout allait bien, que maman était là, puis elle ferma la porte et se dirigea vers le côté conducteur. « Non !» Le mot s'échappa de lui dans un cri qui ne lui ressemblait pas. Désespéré, sauvage, brisé. « S'il te plaît, ne fais pas ça !» Elle ouvrit la porte du conducteur. « Je t'aime !» cria-t-il. Et peut-être, pour la première fois, c'était vrai. Mais il était trop tard. Trop peu. Trop tard. Elle s'arrêta. Le regarda par-dessus le toit de la voiture. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pas de la colère, pas de la haine, mais quelque chose de pire. De la pitié. Je t'ai aimé aussi. Passé. Enterré. Fini. Mais l'amour sans respect n'est qu'une autre forme d'autodestruction. Et j'en ai fini de me détruire pour toi. Elle monta dans la voiture. Et c'est là que ça s'est passé. Comme si ses genoux cédaient simplement, comme si toute la force qu'il avait maintenue debout pendant toute sa vie arrogante s'évaporait, il tomba. Pas en position accroupie, pas pour s'asseoir, mais à genoux. Complètement. Son pantalon de designer propre s'enfonçant dans l'herbe mouillée de rosée. Les mains pendantes le long de son corps, la tête inclinée. Un homme puissant, réduit à supplier à genoux dans sa propre allée. La vision l'arrêta. Sa main sur la clé de contact se figea. Dans le rétroviseur, elle pouvait le voir. À genoux, tremblant, brisé. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment, avait rêvé de le voir souffrir, de le voir comprendre, de le voir supplier. Et maintenant ça arrivait, et tout ce qu'elle ressentait était le vide. Pas de satisfaction, pas de joie. Pas de douce vengeance. Juste la tristesse profonde et lourde d'un amour qui avait existé et qui était maintenant mort. Sur la fenêtre à côté d'elle, son fils pressa sa petite main contre la vitre, regardant son père à genoux. Les larmes coulèrent maintenant sur le visage du garçon, et elle savait que cette image le hanterait. Mais il valait mieux qu'il voie ça maintenant plutôt que de grandir en pensant que ce comportement était de l'amour. Mieux vaut qu'il comprenne tôt que les actions ont des conséquences. Que la famille ce n'était pas jetable, que le respect comptait. Elle tourna la clé. Le moteur s'anima, et le son sembla le briser complètement. Ses épaules tremblèrent. Sa tête s'inclina encore plus. Et puis, si bas qu'elle l'entendit à peine, vint le son qu'elle n'aurait jamais cru entendre de lui. Des sanglots. L'homme qui ne pleurait jamais. L'homme qui appelait l'émotion une faiblesse. L'homme qui avait raillé ses larmes 1000 fois. Sanglotait à genoux dans son allée pendant que les voisins regardaient et que son amante observait depuis la porte avec une horreur croissante. L'épouse le regarda une dernière fois. Le regarda vraiment. Vit au-delà de la colère et de la trahison et de la douleur. Vit ce qu'il aurait pu être, ce qu'ils auraient pu être, la vie qu'ils ne vivraient jamais. Et puis, avec une fermeté qui venait d'un endroit qu'elle ne savait pas posséder, elle recula la voiture. Les roues roulèrent en arrière. Les feux arrière l'inondèrent d'une lueur rouge. Il leva la tête, le visage taché de larmes et du maquillage ruiné de son amante qui avait tenté de le consoler plus tôt. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le pare-brise. Elle ne sourit pas, ne salua pas, n'offrit aucun mot final. Elle tourna simplement le volant et s'éloigna. Alors que la voiture descendait l'allée, quittant la propriété qui avait été autant la sienne que la sienne, elle vit dans le rétroviseur qu'il restait là, à genoux, seul. Tandis que son amante disparaissait de nouveau à l'intérieur de la maison, faisant probablement déjà ses propres plans de départ. Les voisins étaient toujours aux fenêtres. Demain, tout le monde en parlerait.
La réputation parfaite qu'il avait si soigneusement cultivée était ruinée. L'homme à succès, qui avait tout était à genoux dans son allée, sanglotant tandis que sa famille le quittait. Et alors que la voiture tournait au coin, laissant la maison derrière elle, elle comprit enfin quelque chose de fondamental. Elle ne laissait pas derrière elle une bonne vie. Elle laissait derrière elle une vie qui la tuait lentement. Et pour la première fois depuis des années, alors qu'elle roulait vers un avenir incertain avec son fils sur le siège arrière, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié d'exister, l'espoir. La route devant était sombre, oui. Incertaine, absolument. Effrayante, sans aucun doute. Mais c'était la sienne, son choix, son chemin, sa vie. Et tandis que les lumières de la maison disparaissèrent dans le rétroviseur, avec l'homme toujours à genoux dans l'allée, elle réalisa la vérité la plus profonde de toutes. Elle n'avait pas besoin de son accord. Elle n'avait pas besoin de ses excuses. Elle n'avait besoin de rien de lui. Parce que la femme qui a quitté cette maison à genoux, suppliant pour le dernier mot, la dernière chance, la dernière parcelle de contrôle, ce n'était pas elle, c'était lui. Et cette inversion, ce moment où le puissant est devenu impuissant et la victime est devenue victorieuse, non par vengeance, mais par le simple fait de s'éloigner, c'était la liberté. Une liberté vraie, pure, incassable. La route s'étendait devant, pleine de possibilités inédites. Et pour la première fois en une décennie, elle roulait vers elle, et non pas pour les fuir. Les kilomètres défilaient, les lumières de la ville devenaient plus brillantes. Et quelque part derrière elle, dans une allée de garage humide, un homme comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Pas une femme, pas une vie, mais la chance d'être l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Et maintenant, à genoux dans l'obscurité, entouré des murmures des voisins et de l'absence de ceux qui comptaient vraiment, il comprenait enfin la leçon la plus brutale que la vie enseigne. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Certaines personnes, une fois perdues, ne peuvent être retrouvées. Et certaines chances, une fois gâchées, ne reviennent jamais. Il resta là pendant des heures, jusqu'à ce que les lumières des voisins s'éteignent une par une, jusqu'à ce que l'amante parte enfin silencieusement par la porte de derrière, jusqu'à ce qu'il soit seul avec le poids écrasant de ce qu'il avait fait. Et quelque part sur la route, roulant vers un lever de soleil qu'elle possédait enfin, une femme qui avait passé une décennie perdue se retrouva. Non dans la colère, non dans la vengeance, mais dans l'action simple, puissante et irréversible de s'éloigner. Et ce fut, au final, la plus grande victoire de toutes. La voiture roule sur la route. Les lumières de la ville scintillent à travers les vitres tandis que la nuit engloutit le paysage. Sur le siège arrière, Gabrielle dort profondément, son visage serein ignorant complètement la tempête qui vient de dévaster sa famille. Sur le siège passager, elle se permet enfin de laisser couler les larmes. Son amie Carla conduit dans un silence respectueux, jetant parfois des regards inquiets. Il n'y a pas de mots pour combler ce moment. Seul le doux bruit du moteur et sa respiration irrégulière rompent le silence. Pendant ce temps, dans le manoir qui n'est plus un foyer, il est toujours à genoux sur le sol froid du garage. Les voisins sont partis, emportant avec eux leurs jugements murmurés. La maison résonne vide autour de lui, immense, luxueuse, complètement dénuée de sens. Il regarde ses mains vides et pour la première fois depuis des années, ne reconnaît pas l'homme qu'il est devenu. La première semaine s'étire comme du verre brisé. Elle se réveille sur le canapé-lit de l'appartement de Carla, désorientée. Pendant un instant, elle oublie où elle est. Puis la réalité la frappe comme un coup de poing. Tout a changé. Tout est fini. Mais quand Gabrielle apparaît à la porte, tenant son ours en peluche et demandant son petit déjeuner, quelque chose en elle s'endurcit avec détermination. « On va faire des crêpes, mon chéri. Les spéciales, celles que grand-mère t'a apprises. » Elle commence à chercher un emploi cet après-midi-là, sans les relations de son mari, sans les contacts qu'il contrôlait. Seulement son CV et des compétences qui avaient été endormies, mais jamais mortes. Les entretiens sont humiliants au début. Vous avez été absente du marché du travail pendant combien de temps? Votre dernier emploi remonte à 8 ans? Les regards jugeurs, les comparaisons mentales qu'elle arrive à sentir. Mais elle n'abandonne pas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il fait face à sa propre réalité. L'amante qui semblait si passionnée quand tout n'était que rencontres secrètes et hôtels chers, a maintenant des exigences, des attentes. Elle veut qu'il assume publiquement leur relation. Elle veut des dîners dans des restaurants où des connaissances peuvent les voir. Elle veut l'anneau qu'il porte encore à son doigt. « Tu es libre maintenant, dit-elle, traçant le contour de son visage avec des ongles parfaitement manucurés.
Nous pouvons enfin être vraiment ensemble. » Et pendant qu'elle parle, il réalise avec une horreur croissante. Il ne l'a jamais aimée. Pas du tout. Ce n'était que l'ego. L'excitation de l'interdit. La validation superficielle d'être désiré par quelqu'un de plus jeune, de plus impressionnable. Elle inscrit Gabrielle dans une nouvelle école. Plus petite, plus simple, sans les camarades dont les parents mesurent la valeur à la taille des maisons et au modèle des voitures. Le premier jour, elle remarque quelque chose d'extraordinaire. Son fils sourit. Vraiment. « Je me suis fait un ami, maman. Lucas, il a un skateboard comme le mien, et il ne se soucie pas que le mien soit vieux. » Cette nuit-là, tandis que Gabrielle dort dans la petite chambre que Carla a improvisée, elle s'accorde un moment de réflexion. Ils ont si peu maintenant. Mais pour la première fois depuis des années, son fils semble heureux, léger, libre de la pression de devoir être parfait. Elle commence à renouer avec des amis qu'elle avait abandonnés, des femmes qu'il décourageait subtilement parce qu'elles n'étaient pas de leur niveau. Une par une, elles apparaissent. Elles apportent de la nourriture, elles offrent des canapés, elles partagent des contacts d'emploi. Elles lui rappellent qui elle était avant de se perdre dans un mariage qui la diminuait quotidiennement. « Tu es différente », dit Marina, sa meilleure amie de fac, lors d'un café. « Plus légère, même en pleurant, tu sembles plus vivante que ces 5 dernières années. » Lui, en revanche, découvre que la réputation est comme du verre. Facile à briser, impossible à réparer complètement. Des partenaires commerciaux commencent à prendre leur distance. Pas ouvertement, bien sûr. Ils sont trop professionnels pour cela. Mais les appels diminuent. Les invitations à des événements exclusifs cessent. Dans les couloirs de l'entreprise, il sent les murmures qui s'arrêtent quand il approche. « J'ai entendu dire qu'il avait viré sa femme enceinte. » Non, l'enfant était déjà né. Il avait une liaison depuis des années. Quel genre d'homme fait ça à sa propre famille? Le genre d'homme qu'il était devenu. Et cette vérité le dévore de l'intérieur. 2 semaines après la séparation, elle reçoit un appel. Une offre d'emploi. Le salaire est moins de la moitié de ce qu'elle gagnait avant le mariage. Les responsabilités sont modestes. Le bureau est petit et sans glamour, mais elle l'a obtenu par son propre mérite. « J'accepte », dit-elle sans hésiter, sentant des larmes de soulagement et de fierté couler sur son visage. Cette nuit-là, elle et Gabrielle célèbrent avec une pizza bon marché et du soda. Ils dansent dans le salon minuscule au son de vieilles chansons qu'elle aimait autrefois. Le fils rit si fort qu'il s'en étouffe presque. Et à ce moment-là, dans cet appartement exigu avec des meubles empruntés, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Une joie authentique. Il essaie d'appeler. Elle ne répond pas. Il essaie des messages. Elle le bloque. Il engage un avocat, le meilleur que son argent puisse acheter, mais découvre qu'il n'y a aucun moyen de forcer le pardon. Aucun moyen de poursuivre quelqu'un pour qu'il l'aime à nouveau. L'amante devient de plus en plus exigeante. Elle veut des voyages, elle veut des cadeaux, elle veut la vie qu'elle avait. Et quand il comprend enfin qu'elle ne l'a jamais aimé, elle n'aimait que le style de vie qu'il lui offrait, il met fin à tout. Elle n'accepte pas bien. Il y a des cris, des accusations, des menaces de révéler des choses qui pourraient ruiner ce qui reste de sa réputation professionnelle. Il paie pour sa discrétion. Il achète littéralement son silence. Et il réalise l'amère ironie. Il paie pour cacher une erreur qui lui a déjà coûté tout ce qui comptait vraiment. Elle redécouvre des parties d'elle-même qu'elle avait enfouies. Elle retrouve sa vieille boîte de peinture dans le débarras de la maison de sa mère. Un dimanche après-midi, pendant que Gabrielle joue au parc avec de nouveaux amis, elle peint. Ses mains tremblent au début, rouillées par le manque de pratique. Mais les couleurs coulent, les formes émergent. Quand elle a terminé, elle regarde la toile et voit une femme brisant ses chaînes. Pas subtile, peut-être mélodramatique, mais honnête. Marina, qui travaille dans le marketing, voit la peinture et a une idée. « Tu devrais vendre ça. Je connais une galerie qui cherche des artistes locaux. » Elle rit. « Je n'ai pas pratiqué depuis une décennie. » Exactement. Tu as une décennie d'émotions refoulées à exprimer. C'est de l'art artistique. Il est assis dans la maison vide. Des costumes coûteux, accrochés, inutilisés dans le dressing. Les réunions d'affaires qui l'énergisaient autrefois lui semblent de maintenant dénuées de sens. Les chiffres sur le compte en banque devraient lui apporter du réconfort. Mais tout ce qu'il ressent, c'est le poids accablant de la solitude. Il appelle des thérapeutes.
Le premier suggère qu'il doit traiter la perte. Le second parle de reconstruire son identité. Le troisième écoute simplement pendant qu'il dit enfin, pour la première fois, la vérité à voix haute. J'ai détruit la seule chose réelle que j'avais. J'ai échangé un vrai foyer contre une validation vide. J'ai échangé une femme qui m'aimait vraiment contre quelqu'un qui aimait mon portefeuille. Et maintenant, j'ai tout ce que je pensais vouloir, et absolument rien d'important. Elle a une épiphanie une nuit ordinaire. Elle fait la vaisselle dans le petit appartement qu'elle loue maintenant seule, modeste, mais le sien. Gabrielle fait ses devoirs à la table de la cuisine, sifflotant distraitement. La télévision est allumée sur une émission stupide. Il y a des factures à payer sur le comptoir. Et elle est heureuse. Pas euphorique. Pas sans souci. Mais fondamentalement, profondément en paix. « Maman !» appelle Gabrielle. « Je peux inviter Lucas à dormir ici samedi ?»« Bien sûr, mon chéri. »« Et maman ? Je suis content qu'on habite ici maintenant. Notre ancienne maison était belle, mais ici ça semble plus vrai, tu sais. » Elle sait. Mon Dieu, comme elle sait. Cette nuit-là, elle écrit dans son journal, une habitude qu'elle a reprise récemment. « J'ai passé tellement de temps dans une cage dorée que j'ai oublié comment voler. Maintenant, même avec des ailes blessées, j'apprends à nouveau. Et la liberté, j'ai découvert, vaut plus que n'importe quel manoir. » Il écrit aussi, mais ses mots saignent différemment. « Je me suis assis sur un trône fait d'arrogance et je l'ai appelé succès. J'ai bâti un empire et je l'ai appelé vie. J'ai eu une famille et je l'ai traité comme un accessoire. Maintenant, l'empire s'effondre, le trône est vide, et la seule personne qui rendait tout réel me voit comme le monstre que je suis devenu. » Elle a eu raison de partir. J'aurais seulement souhaité avoir été assez homme pour mériter qu'elle reste. Les semaines se transforment en mois. Elle prospère dans sa modestie acquise. Il languit dans son luxe vide. Elle se fait de nouvelles amitiés basées sur l'authenticité. Il perd d'anciennes connexions basées sur la commodité. Elle découvre une force qu'elle ignorait posséder. Il découvre des faiblesses qu'il a toujours refusé d'affronter. Le contraste est dévastateur et révélateur. 3 mois après cette nuit dans le garage, assis dans son salon caverneux entouré de meubles de designer et d'un silence assourdissant, il prend une décision. Il ne sait pas s'il y a un chemin de retour. Il ne sait pas s'il mérite qu'il y en ait un. Mais pour la première fois depuis qu'il a tout perdu, il ressent de la clarté. Un vrai changement. Pas des promesses vides ou des gestes grandioses conçus pour impressionner. Un changement véritable, profond, douloureux. Le genre qui exige de détruire qui vous étiez pour avoir une chance de devenir qui vous auriez dû être. Ou l'abandon final. Accepter que certaines erreurs sont trop grandes pour être réparées. Que certains ponts, une fois brûlés, restent des cendres pour toujours. 3 mois plus tard, un coup à la porte mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle avait reconstruit. Elle ouvre, s'attendant peut-être à un voisin ou à une livraison. Au lieu de cela, elle trouve. Et tout ce qu'elle a conquis, toute la paix, toute la force, toute la liberté durement gagnée, vacille sous la possibilité d'un seul choix. Le coup à la porte résonne à nouveau, plus ferme cette fois. Elle inspire profondément, redressant ses épaules. Elle n'est plus la même femme qui a quitté ce manoir il y a des mois. Ses doigts trouvent la poignée et elle ouvre la porte. C'est lui. Il est debout dans le couloir étroit et la différence est frappante. L'homme toujours impeccable, qui ne tolérait pas un cheveu de travers, se tient devant elle, les yeux cernés, les vêtements plus amples qu'avant. Il y a une courbure dans ses épaules qu'elle n'avait jamais vue. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est le poids de quelque chose de bien plus grand. « Elle », dit-il, et il y a une fêlure dans sa voix qu'elle reconnaît. C'est la même fêlure qui était dans sa propre voix pendant des années, chaque fois qu'elle implorait de l'attention, du respect, d'être vue comme plus qu'une simple employée de maison. Elle ne répond pas immédiatement. Elle se contente de l'observer, et dans ce silence, il y a un pouvoir qu'elle n'avait jamais su posséder. Ce n'est pas un pouvoir agressif ou vengeur, c'est simplement la force de quelqu'un qui n'a plus besoin de validation externe. « Puis-je entrer ?» demande-t-il, et il y a une humilité véritable qui semble étrange venant de lui. Elle hésite, puis recule d'un pas. 5 minutes. Il entre dans le petit appartement, et ses yeux parcourent l'espace. Il n'y a pas de dédain dans son regard, comme elle aurait pu s'y attendre. Il y a quelque chose de différent. Peut-être de la reconnaissance. Peut-être de la honte. « Maman, qui est-ce » La petite voix de Gabrielle vient de la chambre.
Le garçon apparaît à la porte, tenant son carnet de dessin, et s'arrête en voyant l'homme grand dans le salon. Il se fige. Ses yeux se fixent sur son fils et quelque chose en lui se brise visiblement. Gabriel. La voix se brise. Le garçon regarde sa mère, cherchant l'approbation, et elle hoche légèrement la tête. Gabriel s'approche avec prudence, s'arrêtant à une distance sûre. « Salut, papa. Salut, champion. » Il s'agenouille, se mettant à la hauteur de son fils. Ses mains tremblent légèrement. « Tu vas bien ?» Gabriel regarde à nouveau sa mère, comme s'il traitait la question. « Oui, ça va. Maman fait des crêpes maintenant. Elle a appris. » C'est une déclaration si simple, si enfantinement honnête, mais elle porte un poids immense. Il ferme les yeux un instant, et quand il les ouvre, ils sont humides. Elle sent quelque chose bouger dans sa poitrine, mais ce n'est pas l'ancienne compassion qui la faisait accepter des miettes. C'est quelque chose de plus mature. Elle touche doucement l'épaule de son fils. « Gabriel, mon amour, va finir ton dessin dans ta chambre. Papa et moi avons besoin de parler. »« D'accord, maman. » Gabriel hésite, puis regarde son père. « Tu restes pour dîner ?» La question innocente le fait s'étouffer avec les mots. « Je ne sais pas, mon fils. »« Pas aujourd'hui, mon chéri, » répond-elle avec douceur, mais fermeté. « Mais peut-être un autre jour. » Gabriel accepte cela avec la naturelle des enfants et retourne dans sa chambre. Le silence qui s'ensuit est dense. Il se lève lentement, passant la main sur son visage. Il a l'air heureux. Il l'est, confirme-t-elle, croisant les bras. Ce n'est pas un geste défensif. C'est juste la posture de quelqu'un qui connaît ses propres limites. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il respire profondément, et quand il commence à parler, il n'y a pas l'arrogance habituelle. « Je suis venu te demander pardon. Non pas parce que j'espère que tu me pardonneras, non pas parce que je pense que j'y ai droit, mais parce que tu mérites d'entendre. » Elle reste silencieuse, attendant. « J'ai tout détruit, » continue-t-il, la voix rauque. L'entreprise fait face à des procès. 3 contrats ont été annulés parce que les partenaires ne veulent pas s'associer avec quelqu'un comme moi. Daniela. Elle est partie dès que l'argent a commencé à manquer. J'ai découvert qu'il y en avait d'autres. J'étais juste un de plus. Il y a une pause. Elle pourrait ressentir de la satisfaction, mais elle n'en ressent pas. Il n'y a qu'une sorte de tristesse lointaine pour la tragédie prévisible. « Ma mère ne me parle plus », ajoute-t-il, et cela fait clairement plus mal que le reste. Elle a dit que tu avais toujours été trop bien pour moi, que j'avais une vraie famille et que je l'ai jetée par rien. Ce n'était pas par rien, corrige-t-elle, sa voix calme mais ferme. C'était par ego. Par le fait de croire que le pouvoir et l'argent te donnèrent le droit de traiter les gens comme des objets jetables. Il acquiesce, acceptant les mots comme mérités. Tu as raison, je t'ai traité comme une employée. Comme si ta valeur ne résidait que dans ce que tu faisais pour la maison, pour ma famille. Je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment. Non, acquiesce-t-elle, tu n'as pas vu. Et la tragédie n'est pas seulement que tu m'aies perdu. C'est que tu ne m'as jamais vraiment eu. Parce que avoir quelqu'un exige de la voir comme une égale, exige du respect. Il la regarde vraiment, peut-être pour la première fois. Tu as changé. Non, répond-elle, et il y a une force tranquille dans la correction. J'ai juste cessé de me cacher. J'ai cessé de me diminuer pour tenir dans l'espace que tu me donnais. Les mots se posent entre eux comme des vérités indélébiles. Je ne suis pas venu ici en espérant que tu reviennes, dit-il après un moment. Je sais que c'est fini. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu. Et ça n'a rien à voir avec des repas préparés ou des vêtements rangés. J'ai perdu une partenaire. Une personne qui m'aimait vraiment, non pas pour ce que j'avais, mais malgré ce que j'étais. Elle sent ses yeux picoter, mais ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de validation. Des années de douleur enfin reconnues. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » dit-elle, et il y a une clarté cristalline dans sa voix. « J'avais besoin de ton respect. Et puisque je ne l'ai pas eu quand j'étais à tes côtés, j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé mon propre respect. » Il hoche lentement la tête, absorbant les mots. « Tu le mérites, tu l'as toujours mérité. » « Oui, » acquiesce-t-elle, sans arrogance, juste de l'acceptation. « Je le méritais. » Il y a un mouvement dans la pièce, et Gabriel réapparaît, comme s'il sentait que quelque chose d'important se passait. Il s'approche de son père avec cette courage innocent des enfants. « Tu vas bien, papa ?» demande-t-il,
voyant les yeux rouges de son père. Il s'agenouille de nouveau, prenant les petites mains de son fils. Les larmes tombent, enfin, sans honte. Je ne vais pas très bien, champion, mais ça va aller, et je suis vraiment désolé. Pourquoi ? Demande Gabriel, réellement confus. Pour ne pas avoir été le père que tu méritais. Pour avoir fait des choses qui ont blessé ta maman. Gabriel traite cela avec le sérieux des enfants. Maman pleure parfois, dit-il, avec l'honnêteté brutale de l'enfance. Mais elle sourit plus maintenant. Avant, elle ne souriait presque jamais. Les mots sont simples, mais portent un impact dévastateur. Il la regarde, et dans ce regard, il y a la reconnaissance complète de tout ce qu'il a détruit. Pas seulement un mariage, mais la lumière de quelqu'un qu'il aurait dû protéger. « Elle est incroyable, n'est-ce pas ?» dit-il à son fils, la voix nouée. « Oui !» Gabriel acquiesce avec enthousiasme. « C'est la meilleure maman du monde. Elle m'aide avec mes devoirs, et on joue, et elle dit que je suis courageux. » Il sourit à travers ses larmes, un mélange de fierté et de regret. Il regarde son fils et dit avec une sincérité totale « Prends soin de ta maman pour moi, d'accord ? C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Gabriel hoche la tête, sérieux, comme s'il avait reçu une mission importante. Il se lève, s'essuyant les yeux. Il la regarde une dernière fois. « J'aimerais être un meilleur père pour lui. Je ne demande pas de revenir, je ne demande pas une seconde chance dans notre mariage. Mais en ce qui concerne Gabriel, je veux faire les choses correctement cette fois. » Elle l'étudie longuement. Tant d'émotions traversant sa poitrine, de la colère résiduelle, de la tristesse pour la mort de ce qui aurait pu être, mais aussi une prudence espoir, non pas pour elle, mais pour son fils. « Si tu veux faire partie de la vie de Gabriel, dit-elle lentement, ce sera à mes conditions, avec respect, avec constance. Son bien-être passe avant tout, toujours. » « D'accord, » répond-il immédiatement. « Complètement. Et si tu le déçois comme tu m'as déçu, il n'y aura pas de troisième chance. » « Je comprends. » Elle acquiesce. « Alors nous pouvons essayer, lentement, mais... » Elle marque une pause, s'assurant qu'il l'écoute vraiment. « Je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus cette femme-là. Nous sommes coparents, rien de plus. »« Je sais, » dit-il, et il y a là une acceptation sincère. « Et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te verra, qui t'appréciera à ta juste valeur. » C'est une concession surprenante, et elle sent quelque chose se libérer en elle. Le dernier fil d'espoir que peut-être, qui sait, il changerait et il pourrait. Ce fil se brise, et à sa place, il y a de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour grandir, de l'espace pour être. « J'espère que tu trouveras l'humilité qui te manquait, » répond-elle. « Non pas pour moi, mais pour toi et pour notre fils. » Il hoche la tête, se dirigeant vers la porte. Il se retourne une dernière fois. « Merci de ne pas me haïr. Ce serait plus facile si tu me haïssais. » Elle y réfléchit. « La haine te garderait encore au centre de ma vie. Je choisis la paix. » Il sourit, triste mais sincère, et sort. Elle ferme la porte derrière lui, et le clic du loquet résonne dans le petit appartement. C'est un son final, définitif. Elle s'appuie contre la porte un instant, fermant les yeux. Il n'y a pas de triomphe explosif, pas de sentiment de victoire absolue. Il y a juste le silence. Le silence de savoir qu'un chapitre est terminé, qu'elle a survécu, qu'elle a fait plus que survivre. Elle est renaître. « Maman ?» Gabriel apparaît à ses côtés, prenant sa main. « Tu es triste ?» Elle ouvre les yeux et regarde son fils. Ce beau petit garçon, résilient, qui a été témoin de plus de changements ces derniers mois qu'il n'aurait dû, mais qui a aussi été témoin de sa mère se relevant, luttant, gagnant. « Non, mon amour, » dit-elle, et c'est la vérité. « Je ne suis pas triste, je suis en paix. »« C'est quoi la paix ?» demande-t-il, inclinant la tête. Elle s'agenouille, se mettant à sa hauteur. « C'est quand ton cœur ne souffre plus, quand tu sais que tu es exactement là où tu dois être. » Gabriel sourit. « Alors moi aussi je suis en paix, parce que j'aime bien ici, avec toi. » Elle le serre dans ses bras, sentant ses yeux picoter de nouveau. Mais ce sont de bonnes larmes, des larmes de gratitude. Cette nuit-là, après que Gabriel se soit endormi, elle s'assied à la petite table de la cuisine avec une tasse de thé. Elle ouvre son journal, celui qu'elle a acheté la première semaine après la séparation, et commence à écrire. « Il fut un temps où je mesurais ma valeur à travers les yeux d'une autre personne, par l'approbation que je recevais, ou plus souvent,
par l'approbation que je ne recevais pas. Je pensais que l'amour signifiait un sacrifice sans fin, que être bonne signifiait accepter des miettes et appeler cela un festin. J'avais tort. Le véritable amour ne te diminue pas. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne te réduit pas à une fonction. Aujourd'hui, l'homme qui m'a rejeté est revenu. Il est revenu humilié, brisé, demandant pardon. Et j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je n'avais pas besoin de sa validation. Parce que je m'étais déjà validé moi-même. J'ai perdu la maison. J'ai perdu les vêtements de marque. J'ai perdu le statut social qui venait avec le fait d'être sa femme. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai gagné moi-même. Et mon fils? Il ne grandit pas dans l'opulence. Mais il grandit en voyant sa mère se relever. En la voyant fixer des limites. En la voyant choisir la dignité plutôt que le confort. Quelle leçon pourrait être plus précieuse? Il a tout perdu parce qu'il n'a jamais valorisé ce qu'il avait. Il a cru que le pouvoir remplaçait le respect, que l'argent remplaçait le caractère. Et quand tout s'est effondré, quand les personnes intéressées sont parties, il s'est retrouvé avec le vide qui avait toujours existé en lui. Je pourrais avoir pitié. Une partie de moi en a. Mais surtout, je ressens de la gratitude. Parce que son rejet m'a forcé à trouver ma propre acceptation. Sa cruauté m'a enseigné ma propre force. Les gens me demanderont si je lui ai pardonné. La vérité est plus complexe. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas réconciliation. Cela signifie libérer le poids du ressentiment pour pouvoir avancer. Je le libère. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je mérite la légèreté de ne pas porter de colère. Mon avenir n'est pas écrit dans les pages d'un conte de fées où le prince réalise son erreur et la princesse l'accepte de nouveau. Mon avenir s'écrit dans les choix quotidiens que je fais. Dans la façon dont j'élève mon fils. Dans la façon dont je reconstruis ma vie, brique par brique. Peut-être retrouverai-je l'amour, peut-être pas. Mais maintenant, je sais que la présence ou l'absence d'un partenaire romantique ne définit pas ma complétude. Je suis déjà complète. C'est mon histoire. Et elle a une fin heureuse. Non pas parce que je suis revenue là où j'étais, mais parce que je me suis libérée de là où j'étais prisonnière. La femme qui a été expulsée de ce manoir est morte, et à sa place est né quelqu'un que je connaissais à peine, mais qui avait toujours été là, attendant la permission d'exister. Je me donne cette permission. Aujourd'hui et tous les jours à venir. Elle ferme son journal et regarde par la fenêtre. La vue n'est pas impressionnante. Juste d'autres bâtiments, des lumières d'appartements où d'autres vies se déroulent. Mais c'est le sien. Elle a choisi d'être ici. Et ce choix fait toute la différence. Dans la chambre, Gabriel dort profondément, serrant son dinosaure en peluche. Demain, il se réveillera, et ils mangeront des crêpes à nouveau. Il ira à l'école. Elle ira au travail. Et lentement, jour après jour, ils construiront une vie qui n'est pas définie par ce qu'ils ont perdu, mais par ce qu'ils ont gagné. Dignité, respect, amour propre. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez invisible, où vos contributions sont vues comme des obligations et non des dons, où vous diminuez qui vous êtes pour tenir dans l'espace qu'on vous donne, écoutez ceci. Vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas dispensable, vous ne méritez pas les miettes. Et partir n'est pas abandonner. Parfois, partir est la plus grande démonstration d'amour-propre qui existe. Elle a dormi cette nuit-là le cœur léger, peut-être pour la première fois depuis des années. Et quand le soleil s'est levé le lendemain matin, illuminant le petit appartement, elle s'est réveillée avec un sourire. Parce que finalement, elle était chez elle. Pas dans un lieu, mais en elle-même. Et il n'y a pas de manoir au monde qui vaille plus que cela.